Pierre, votre survie vous oblige quasiment à aller chercher au moins un point face à Lille, une équipe qui n'a pas perdu chez elle depuis fin août. C'est quoi le plan, vu votre situation? Le plan, c'est de faire un match comme on a pu le faire à Toulouse, en ayant ce côté un peu plus tranchant qu'on n'a pas réussi à avoir sur la durée à Toulouse. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est préférable pour nous d'avoir, on va dire, une équipe un peu plus compacte, un peu plus solide, quitte à être un peu plus bas sur le terrain, plutôt que de s'exposer, on va dire, en ayant des velléités offensives. Alors après, c'est pas tant le problème d'avoir des velléités offensives. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à les maintenir sur le match de Montpellier. Et surtout, elles se sont effondrées après le premier but, laissant la place à une désorganisation totale qu'on avait pu constater sur les matchs précédents aussi. Donc là, il faut retrouver peut-être des bases un peu plus solides. S'attacher à ce qu'on a réussi à faire à Toulouse, observer évidemment l'adversaire, c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Lille, vous l'avez dit, n'a concédé aucune défaite depuis le mois d'août. Ils ont un jeu très clair, très installé, un jeu de position très identifié, avec des joueurs qui savent l'animer aussi. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur ça. Ils auront eux aussi certainement deux absents importants au milieu de terrain qui seront remplacés, mais ça reste deux absents importants dans leur jeu. Vous estimez que le groupe est revenu à 100% physiquement, le groupe Toulouse? Non. C'est encore trop tôt? Non. Vous disiez qu'on verrait les effets de la préparation sur la fin. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas eu de préparation particulière. On ne peut pas faire de préparation. Une préparation, on en fait une quand on a 6 semaines devant nous. On n'a pas fait de préparation spécifique. On a essayé de rendre les séances d'entraînement un petit peu plus proches de la réalité de la compétition, c'est tout. Mais non, c'est sur le plan physique, sur le plan athlétique, ça va mieux. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore parfait, non. Mais en même temps, c'est lié aussi à une saison à rallonge, c'est lié aussi à une saison à plus de 50 matchs pour certains. C'est pas que les jambes, c'est lié aussi à la tête. Il y a eu beaucoup d'échéances positives, des objectifs positifs cette année, que ce soit la Coupe d'Europe ou la finale de la Coupe de France. C'est des moments, comment dirais-je, des projections positives qui entraînent une motivation positive. Une fois que ces échéances-là ont été passées, il a fallu aller chercher les ressources mentales pour une motivation, je ne vais pas parler de motivation négative, mais en tout cas, motivation qui n'engendre pas les mêmes sentiments, quoi. Vous parliez des têtes, Pierre. Est-ce qu'il a fallu les soigner après la rencontre face à Montpellier? Oui, il a fallu déjà discuter, revoir certaines phases du match, essayer de comprendre pourquoi sur la première demi-heure on donne des signes positifs mais sans réellement faire mal à l'adversaire. Et puis mettre en lumière donc des absences majeures, des fautes de concentration incroyables à ce niveau-là, sur la deuxième mi-temps notamment. Et puis après, j'ai envie de dire, la meilleure façon de soigner des têtes, c'est de ne pas rester trop longtemps non plus sur un passé douloureux. Leur rappeler quand même au travers d'exemples concrets qu'ils ont été capables de faire de très très belles choses cette année. L'année dernière de la même façon. Je crois que dans ces cas-là, il faut les mettre devant leurs responsabilités, mais ne pas occulter de leur rappeler tout ce qu'ils ont fait de bien et qu'ils en sont capables quand l'événement est majeur. Voilà. C'est après simplement considérer les deux événements qui nous attendent comme des événements majeurs pour le club. On a l'impression que les joueurs sont un peu en perdition, ont totalement perdu confiance. Est-ce que justement, pour leur remettre des choses positives dans la tête, tu leur as remontré des images, je sais pas, du match aller à la Juve ou
des moments forts de la saison où ils ont été capables de le faire. Je l'ai pas encore montré, mais la vidéo est prête. Le montage est prêt. Avec des moments forts de la saison Oui. où ils ont été costauds Oui. dans des matchs costauds. Le montage est prêt. C'est une volonté, une idée que j'ai eue déjà il y a une petite dizaine de jours. Donc j'avais demandé à l'analyse vidéo de me préparer une vidéo et j'attends le bon moment pour le montrer aux joueurs. Ce sera avant dimanche. Sûrement. Avant samedi. Pardon. Ce sera une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Oui, c'est ça, une petite dizaine de minutes, ouais, avec des moments et puis des moments aussi de partage, des performances et puis des moments aussi de complicité et de partage. Après, si c'était la solution, tout le monde le ferait quand c'est un peu plus dur. Hein. Mais tout est bon à penser en tout cas. Tout est bon à penser, tout est bon à analyser, à réfléchir. Après, est-ce que tout est bon à prendre et surtout, est-ce que tout est recevable par les joueurs? C'est-à-dire, est-ce que ça peut avoir une influence positive? Ça peut l'être pour vous, ça peut l'être pour moi. Pour d'autres, ça peut être différent. Ça peut être négatif. Non, c'est pas négatif. Non, c'est pas négatif, mais ça peut, je sais pas, ça peut aussi rappeler qu'il y a 2 mois de ça, on jouait à la Juve et qu'aujourd'hui, on joue le maintien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, effectivement, nous, on le voit de façon primaire et de façon très positive. Je crois qu'en fait, la première chose que j'ai dit aux joueurs cette semaine, c'est que pour pouvoir s'engager totalement dans une mission, il fallait accepter la situation. Quand je dis accepter la situation, c'est de ne pas être dans le déni de la situation. Et j'ai la sensation que certains sont dans le déni de se dire qu'ils jouent le maintien. Alors qu'il y a 2 mois, ils jouaient contre la Juve, alors qu'il y a peu de temps, ils jouaient la finale de la Coupe de France. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la meilleure façon de s'engager dans quelque chose, c'est déjà d'accepter la situation dans laquelle on est. Encore aujourd'hui, ça veut dire. À 2 matchs du terme, il y en a qui n'ont pas conscience du pétrin, entre guillemets. Non, mais si, ils en ont conscience. Il y a une phase entre en avoir conscience et l'accepter pour s'engager. Ce que je veux dire par là, moi, comme vous, certainement, j'ai regardé le match d'Auxerre dimanche. Et comme tous les observateurs, si je regarde le match de Nantes le samedi et le match d'Auxerre dimanche, de façon très primaire, je dis Auxerre a, semble-t-il, aujourd'hui des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Moi, je crois que la grosse différence entre Auxerre et Nantes, c'est que Auxerre, depuis la première journée, ils sont programmés pour vivre ce genre de moment. Nous, déjà à l'origine, on ne l'est pas forcément, même si on sait qu'on potentiellement on n'en est pas loin, mais on ne l'est pas forcément, et on l'est encore moins après avoir vécu des émotions et des moments euphorisants, comme la Coupe d'Europe ou la finale de la Coupe de France. Là, il y a une chute brutale, c'est-à-dire qu'à 4 matchs de la fin, on se dit on doit se mettre dans la même disposition mentale que Auxerre qu'il l'est depuis 35 journées. Vous voyez ce que je veux dire? Auxerre, depuis la première journée, ils ont admis qu'ils seraient dans cette mission-là. Et finalement, il ne pouvait y avoir qu'une bonne surprise. Nous, ça fait que 4 journées qu'on y est. Donc, évidemment qu'ils en ont conscience. Mais c'est un groupe qui, en grande partie, a connu ce danger-là il y a 2 saisons aussi. Donc, ils en ont conscience, ou ça peine à se matérialiser, cette prise de conscience, mais ils l'ont déjà connu. La grosse différence, vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 2 ans. La grosse différence entre il y a 2 ans et cette année, c'est qu'il y a 2 ans, on est allé arracher le barrage. C'est-à-dire qu'on était mal engagé, très mal engagé. Et on est allé l'arracher après un cycle positif, hormis la dernière défaite contre Montpellier. Mais les matchs précédents étaient positifs. Les résultats étaient positifs. Vous voyez ce que je veux dire? La différence aujourd'hui, c'est que les résultats sont négatifs. Et c'est important. Et c'est ça qu'il faut arriver à inverser. Mais c'est le plus dur en football. Et dans le sport, de façon générale. Excuse-moi, parce que tu as dit à certains joueurs, j'ai l'impression que tu as peur, je ne peux pas compter sur toi. Je ne l'ai pas dit comme ça. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais on a fait un retour vidéo. J'ai aussi écouté et analysé leur réaction à la presse après-match. Il ne faut pas en tirer des conclusions trop importantes. Mais il y a des regards et des mots qui parlent.
Est-ce qu'à contrario, il y a des joueurs qui sont venus vous voir pour dire là, je me sens pas, j'ai trop peur? Non, je leur ai posé la question, je leur ai dit si aujourd'hui il y en a un qui ne se sent plus physiquement ou mentalement de continuer dans cette mission, vous le dites. Vous le dites devant tout le monde, c'est mieux. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous venez me le dire à moi en privé. C'est compliqué de l'admettre quand même. C'est compliqué, mais c'est professionnel. Quand on est sportif de haut niveau, l'échec comme ça. Oui, c'est compliqué, mais c'est criminel de ne pas le faire. C'est criminel de ne pas le faire si on le ressent au fond de soi. Il y a peut-être l'envie de dire sur le prochain match, je ferai mieux. Oui, Et toujours comme ça. Non, mais là, moi, ma conclusion a été de leur dire écoutez, si tout le monde se sent la capacité à y aller, il n'y a pas de problème. Ce sera donc à moi d'observer et de faire les choix pour les 2 derniers matchs. A contrario, un joueur comme Pedro Chirivella, qu'on a vu juste avant vous, lui a fait connaître son envie de revenir vu la situation de cette fin de saison. Qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe sur les 2 matchs qui restent? On est tous à trouver des tentatives d'explication de ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi, 2 mois en championnat. On a parlé de la Coupe d'Europe, on a parlé de la Coupe de France, on a parlé de difficultés dans le vestiaire, on a parlé de difficultés avec, j'en sais rien, moi, avec l'entraînement, avec Antoine Camboiré, enfin, peu importe les raisons. On a juste oublié de dire quand même que depuis 1 mois et demi, Pedro Chirivella n'est plus sur le terrain. Voilà. Donc, à partir de là, je crois que j'ai tout dit sur l'importance de ce garçon dans le groupe, déjà, de par sa mentalité, et puis surtout sur le terrain. C'est son intelligence qui a aussi sa lucidité, sa faculté d'analyser la situation avec ballon, sans ballon, qui a manqué. C'est totalement ça, c'est une sorte de catalyseur, comment je pourrais dire ça, d'unité centrale de l'équipe. Voilà. Et surtout, il fait partie de ces joueurs qui amènent beaucoup de positif aux autres, qui amènent beaucoup de confiance aux autres. Parfois, c'est un buteur. Parfois, c'est un joueur comme Colomani. Tiens, je parlais avec certains joueurs, ils me disaient l'année dernière, on pouvait souffrir pendant 15 minutes. On savait qu'à un moment, si on avait un bon moulin de récupération, on alertait Randall et on allait faire souffrir la défense adverse. Ça, c'est des gens qui inspirent quelque chose de fort dans une équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de souffrir, on sait qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Quand Pedro est à l'intérieur du terrain, je vous donne un exemple, mais quand on doit ressortir le ballon et qu'on est mis sous pression, on lui donne le ballon, il va souffler un grand coup et puis il va faire respirer tout le monde et il va avoir la bonne orientation. C'est qu'un exemple, mais ça rejaillit sur l'ensemble de l'équipe. Donc il sera forcément dans le groupe pour Lille. Il sera dans le groupe, ouais. Ouais. Après, on va bien finaliser ça, parler avec lui, parler avec le staff. Moi, il est hors de question que je joue avec sa santé. Mais si on m'assure qu'il peut démarrer le match, je ne m'interdis pas de le faire démarrer. On va dire sur un bloc bas, Pierre, tu disais, ou en tout cas se rapprocher de ce qui a été fait à Toulouse. Ouais, mais pas que. Pas que, parce que c'est aussi apporter ces repères positifs dont tu parlais, parce qu'à Toulouse, finalement, il y a quand même eu un point et un bon point de prix. Oui. Oui. Après, je pense quand même que si Lille a autant de maîtrise, je dirais, dans l'entrejeu, dans la préparation, dans la progression du ballon, que Toulouse peut en avoir, je pense en revanche qu'ils sont quand même un peu plus percutants et dangereux sur la ligne offensive. Rester 95 minutes devant sa surface de réparation quand on a David, Bamba, Cabella, et peut-être un peu plus délicat quand même. Mais il faudra tenir compte de ces moments-là aussi, et certainement qu'il y en aura, et on a beaucoup préparé ces situations-là. Vous aviez regretté le pressing monotone du FC Nantes sur les derniers matchs. Comment faire face à une équipe justement qui, à contrario, a un pressing hyper explosif, hyper haut, qui fait partie avec Marseille des équipes qui pressent le plus leurs adversaires avec une intensité folle? Comment faire? On a essayé d'identifier des portes de sortie quand on récupérait le ballon, ne pas être sans idée, ne pas maintenir le ballon trop longtemps dans une densité importante, et identifier ce que j'appelle les portes de sortie, c'est les espaces qui sont un peu plus libres dans l'organisation lilloise quand ils ont le ballon. Donc un jeu plus direct
qu'il pouvait ne l'être face à Montpellier? Ah oui, c'est plus direct, plus vertical dans les zones libres en tout cas. Mais Montpellier, sur le début de match, on fait un bon début de match, mais Montpellier est dans sa moitié de terrain, et je parle du début de match, hein. Montpellier est dans sa moitié de terrain, et là, c'est une problématique de football complètement différente. On doit pouvoir contrôler comme on l'a fait à peu près bien sur 25 minutes, mais on doit pouvoir aussi accélérer et avoir des dépassements de fonction et des courses dans le dos de la défense, même s'il n'y a que 20 mètres de profondeur. Il faut pouvoir percuter, être plus tranchant. Sur une confrontation avec l'éventualité d'un bloc plus bas et d'un pressing intense à la perte du ballon, il est évident que les sorties doivent être plus verticales et plus rapides que horizontales et patientes. Vous parliez de déficit physique. Pedro disait juste avant vous, il ne faudra pas faire 20 minutes de jeu, mais il faudra en faire 90. Est-ce que face à cette équipe, Nantes est capable de tenir le choc? Moi, j'ai un plan de jeu bien établi, bien précis pour cette rencontre, avec comment dirais-je, la connaissance que à certains postes du terrain, dans certaines zones du terrain, où certains joueurs, on doit avoir déjà le plan qui vont être remplacés. C'est-à-dire qu'il faut, pour certains postes, par exemple, il faut un doublon, c'est-à-dire un joueur qui va démarrer le match et un joueur qui va le finir. Il y a certaines zones du terrain qui vont être très exigeantes pour être efficaces et dans le plan de jeu qui va être mis en place. Donc voilà, c'est envisager sur la durée des possibilités de changement sans perdre d'efficacité pour l'équipe. Faire des courses comme d'habitude, mais peut-être plus que d'habitude, les courses. Ouais, mais bien sûr. Oui, non, mais ça, je crois qu'il n'y a pas un match de foot où on peut, encore moins dans une position friable comme la nôtre, où on peut gagner un match sans courir, hein. Il va falloir courir. Vous risquez de courir davantage, je veux dire, après le ballon. Oui, mais on a aussi identifié des moments où voilà, Lille, ils ont un jeu très clair, très défini. Ça repart systématiquement de l'arrière. C'est un jeu court, parfois à risque. Donc on parlait d'images positives. J'ai montré aux joueurs aussi des images où Lille perdait le ballon très bas, enfin très près de leur surface de réparation sur des situations de relance. Et je pense qu'il y a des situations où on peut aussi prendre moins de temps pour récupérer le ballon. Justement, offensivement, qu'est-ce que vous devez faire de plus ou de mieux par rapport à vous n'avez pas marqué depuis très longtemps? Mais je pense que dans ce rapport de force qui va nous opposer à Lille, le meilleur indicateur d'une efficacité offensive va être d'abord de bien le récupérer et de bien l'orienter à la récupération du ballon. On part pas dans l'idée d'avoir, de toute façon, je vous apprends rien, d'avoir 70% de temps le ballon. Par contre, c'est bien mieux utiliser les 30 ou 35% du temps où on aura le ballon. Et c'est ça qui, pour l'instant, manque. Au-delà de son apport technique et tactique, est-ce que Pedro peut insuffler ce qui semble manquer à cette équipe depuis un moment sur le plan psychologique où il n'y a plus aucun ressort, plus aucune réaction? Son seul retour peut apporter ça? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il fait l'unanimité de toute façon dans le vestiaire. Et il fait surtout l'unanimité dans la pensée sportive. C'est-à-dire que tout le monde a conscience que son absence a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ne serait-ce que cette certitude qu'ont les joueurs, son retour, sa présence, ce qu'il a montré encore cette semaine à l'entraînement pour une première semaine au niveau de sa reprise, déjà ça génère de la confiance. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. L'avoir sur le terrain va nécessairement rassurer les autres et va donner un peu plus de consistance au jeu. On a des joueurs au milieu, à l'image de Samuel par exemple, qui court, qui ne lâche rien, qui va travailler pour la récupération du ballon. Et il faut de la complémentarité à ça, et Pedro va l'apporter. On l'évoquait avec lui tout à l'heure, justement l'apport des jeunes, avec Emploi par exemple, et il nous disait qu'il a un style de jeu qui nous manque un peu dans cette équipe aussi. Vous évoquiez tout à l'heure Randall, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent terriblement dans cette équipe, offensivement. L'effectif est celui-là. On parle de Randall, c'est difficile de trouver un Randall, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont des
profil d'attaquant comme celui de Randall. Je ne dis pas du même niveau que Randall, mais dans le profil. Nous, on l'a pas. Nous, on n'a pas ce type de profil. Peut-être. Peut-être. Un peu plus. S'il y a des joueurs sur qui tu ne peux pas compter parce qu'ils ont peur, tu peux compter sur un peu plus de jeunes. Je pense qu'il y a, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense qu'il y a des contextes et surtout il y a des zones du terrain qui sont, à mon sens, et puis d'abord je les connais bien, les joueurs, les jeunes joueurs, je les connais bien, je sais. Je les connais en tant que joueur, je les connais aussi en tant qu'homme. Je sais qui peut y aller et qui peut trembler. Et puis il y a des zones du terrain, je pense, dans ce contexte-là, qui sont un peu plus libératrices que d'autres, ou qui sont un peu plus anxiogènes. Je veux dire, aujourd'hui, je mets un défenseur central de 18 ans dans l'équipe et il rate un tacle, il fait un penalty, il rate une relance, on prend un but. Je ne suis pas sûr que pour lui, ce soit un bon souvenir, un bon moment. Donc, il y a quand même des garçons qui... je veux dire, il ne faut pas tout chambouler. Il y aura des changements, mais il ne faut pas tout chambouler.